Salut, Salut Flavien, comment vas-tu? ça va? La forme? Ouais, super. Parfait. Alors, hop, touc, c'est bon, voilà. Alors, bah, écoute, du coup, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est, hop là, le petit blabla de lancement, comme d'hab. Ouais, Ensuite, le retour sur la séance précédente. ouais. On fera un point sur le bac blanc, et puis après, d'autres trucs comme... Donc, je sais pas si t'as vu, je t'ai dit que bah, j'ai pas encore eu mon oral blanc puisque mon prof était pas là. Ouais, mais t'as eu d'autres épreuves, non? Oui, oui, bien sûr. Voilà, du coup, on discutera de ça. Ok. Ça nous servira de base pour travailler. Et puis après, comme d'hab, hein, le plan d'action et la conclusion. Alors, hop, si je rouvre. Euh, Où est-ce que c'est? Je n'aime pas Flavien. Alors, ça, c'était le résumé de cours. Si je rouvre le compte-rendu de la dernière fois. Allô, allô. Non, c'est pas ça. Allô. Oui, c'est celui-là. Ah, voilà, ça marche. Donc, Lisa, je travaille. J'ai faim, je peux manger un truc? Lisa, je travaille. Je suis en visio. Oh, désolé. Allez, Je peux manger? oui. Désolé, c'est ma fille Non, pas de problème. qui est, qui a la dalle. Ça a toujours la dalle. Ouais, j'ai cru entendre, oui. C'est pas grave. Toujours un boyau de vide. Alors, on s'était vu, on avait parlé, donc préparation aux examens, orientation professionnelle, tac, tac, tac. Ah oui, on avait parlé de ton projet pro, c'est vrai, je m'en souviens. On avait parlé du bac, la méthode Pomodoro. On avait revu le contenu de ton exposé et on avait. Ça t'a aidé le truc qu'on a fait sur les graphes du coup? On n'a Oui, pas eu alors, besoin. sauf que là, au bac blanc, j'ai pas eu de graphe, donc C'est je pas suis pas vrai. tombé. Ouais, Ah, et c'est pas grave. En tout cas, oui, ça m'a aidé. J'ai pu revoir les graphes et j'ai vu que c'était une bonne idée. bon, bah ça marche. Et tu avais réussi à te mettre au point pour te faire un plan de révision pour ton bac blanc? Ouais. Pour le grand oral, enfin, ou juste NSI. Bon, un petit peu tout en fait, hein. L'idée c'était d'avoir un truc un peu, on va dire, un peu global, quoi. Ouais, bah, comment dire? NSI, en fait, j'ai révisé, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas trop révisé non plus. Par Ouais. exemple, le lundi après-midi, j'ai pas révisé. Mhm. Et le mardi non plus, comme ça, en plus, je savais déjà certaines choses, donc je savais que ça allait être, que j'étais confiant, quoi. Ok. Et Donc, ça s'est du bien coup, passé du coup? en NSI, oui, ça s'est très bien passé. Ok. T'as répondu à tout? T'es resté tout le temps plus ton tiers-temps ou... Non, 4 heures. Bon, bah c'est bien. Enfin, 3h30 pardon. Ok. Est-ce que c'est 3h30 l'épreuve? Ouais. Bon, et ça va, t'as réussi à traiter tous les exercices comme il faut? Tous les exercices, il n'y a que deux questions de mémoire que j'ai pas su faire. Ok. Une ou deux questions, mais après, ça va, hein. Une ou deux questions sur l'ensemble du sujet, c'est pas la mort, on va Oui. dire. Oh non, Voilà. c'est pas déconnant, hein. Franchement, une ou deux questions, ça va. Ok. Et les autres matières, ça s'est bien passé? En mathématiques, oui, plutôt, je suis assez confiant. Et Ok. en philo, bah, c'est toujours aléatoire, donc je peux pas dire. Ah, la philo, bah après, disons que c'était quoi le sujet de philo, tiens?
L'objectif de l'État est-il de garantir la sécurité ou de garantir la justice? Oh, ah oui, en plus, C'est vaste. il y a de quoi faire. Il y a de Ouais, quoi faire. Bon, donc tu avais quoi? Des maths, NSI, philo, tu avais quoi d'autre comme matière? bah c'est tout en fait. Bon. Bon, donc globalement, bah, c'est un bac blanc qui s'est bien passé pour toi, du coup. Ouais, ouais, c'est très bien, je pense. Bon, bah, c'est cool. Et Puis du en coup, plus, c'est la première fois que j'ai pas utilisé mes tiers-temps. d'accord. Bon, bah ça, c'est encore mieux parce que ça veut dire que ben, finalement, t'en as pas eu besoin. Donc, c'est que ton travail correspond à ce qu'on attend d'un élève qui n'aurait pas de tiers-temps, quoi, en gros. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Après, j'ai pas fait exprès. Enfin, déjà en philo, Oui. j'étais sûr que j'allais pas l'utiliser parce que faire 5 heures de philo, je pense qu'au bout d'un moment donné, Et donc, ça peut être un peu long. Ouais, 5 heures de philo, déjà, ouais, c'est un peu beaucoup. Mais bon. Non, bah c'est bien, bah, c'est une bonne nouvelle pour toi parce que du coup, ça veut dire que tu es quand même plutôt bien préparé. ouais. Ça t'a pas trop stressé? Un petit peu, mais ça va, c'est pas la mort, quoi. Ouais, C'est c'était un petit stress normal, on va dire. ok, ok, rien d'anormal, quoi. Bon, bah, Non. ça c'est bien. Du coup, bah, vu que tu n'as pas utilisé tes tiers-temps, ça veut dire aussi que tu as bien géré ton temps. Et ça, c'est Oui. important parce que souvent, il y a des élèves qui n'arrivent pas je sais que moi, avec mes élèves de BTS SEO, on essaye, on fait au moins ils ont deux études de cas, un bac blanc, un BTS blanc la première année et deux études de cas, deux BTS blancs la deuxième année. Donc, tu vois, d'arriver le jour du BTS, ils ont déjà fait au moins entre 7 et 8 fois ce type d'exercice. Parce que c'est vrai que des fois, se retrouver 3 ou 4 heures face à une copie, face à un sujet, ça peut Mhm. être, ça peut être un peu angoissant, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est bien. Après, comme je dis, le fait de refaire des exercices de bac blanc, ça permet aussi, je pense, de répondre à certaines questions plus vite, puisqu'on l'a déjà vu. Hmm. Oui, bah oui. Bah, c'est ça. C'est ça. Après, quand tu sais, en fait, il faut bien se dire qu'un examen, il faut que tu devines vers où l'évaluateur veut t'emmener. Quelle est la compétence Oui. qu'il va essayer d'évaluer chez toi en posant cette question-là? Mm. Et ça, si tu arrives à avoir suffisamment de recul sur ta copie pour comprendre globalement ce que veut voir l'examinateur, quand il te pose la question, si tu arrives à avoir suffisamment de recul pour faire ça de toi-même, c'est vrai que ça permet de mieux appréhender l'épreuve et de réussir en fait à avoir des résultats qui vont être meilleurs parce que si tu sais ce qu'il veut, forcément, tu vas mieux répondre. Et c'est vrai que ça, Ouais. c'est le truc. Et c'est vrai que la méthode que tu as en te préparant, en faisant des bacs blancs, euh, à l'avance en essayant de cogiter un peu, c'est vrai que ça permet ça va te donner une certaine légèreté. Et puis, en plus, les questions, c'est vrai que il y a une façon de s'exprimer dans les sujets qui est toujours à peu près la même. Oui, Et, forcément. et du coup, c'est vrai que si tu as déjà fait plusieurs exemples où tu as compris ce qu'on attendait et que ça fonctionne, quand tu retombes dessus, forcément, ça va mieux, quoi. Ça va mieux. Ok, ok. Alors, du coup, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser en NSI? Ou quel sujet C'est informatique une qu'on question aborde? très, très ouverte. J'ai essayé de réfléchir, mais on pourrait aborder tout. Attends, je vais regarder parce que j'ai que... Après, c'est comme je disais, hein, c'est pas forcément non plus que des sujets d'NSI, hein, Oui, bah ça peut oui. être des sujets d'NSI, mais ça peut être aussi autre chose. Euh, Ah tiens, j'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Ah, attends, bouge pas, je vais... Alors... hop, Est-ce que tu connais le stockage Ceph?
Ceph. Ceph, C-E-P-H. Ah, ça me dit quelque chose de loin. J'ai déjà vu l'acronyme, mais alors ce que c'est, non, je ne saurais pas te dire. Alors attends, parce que ça, justement, c'est intéressant. Il faut que je te trouve. Ah ouais. Ouais, tiens. Ça, c'est un sujet qui est sympa parce que c'est vraiment, là justement, moi, dans mon lycée, sur notre infrastructure au niveau du BTS, on a Mhm. tout migré sur, donc avant, on était sur ESX, la solution donc, de VMware, Mhm. et maintenant, on a tout passé sous Proxmox parce Ouais, que, bah comme moi. bah ouais, comme VMware, ils ont été rachetés l'été dernier, ils ont modifié complètement les licences. Et ce qui est assez incroyable, c'est que bah, du coup, là où avant on avait des licences étudiantes et éducation qui nous coûtaient genre 500 balles par an, et ben maintenant Mhm. ils nous considèrent comme une entreprise normale. Et du coup, on est à 4000 balles. Donc, donc forcément, bah, le lycée a dit, bah non, mais nous, on paye pas. On paye Bah pas non, 4000 € forcément. par an. Donc, il faut trouver autre chose. Et j'ai un de mes anciens élèves qui maintenant, dans l'entreprise où il est spécialiste Proxmox. Ouais. Donc, il est vraiment très, très spécialisé Proxmox. C'est lui l'expert de la boîte là-dessus. Et comme il a eu son master là, il passait un master en alternance. Il a eu son master vers septembre par là. Et donc, il est venu passer 3 jours avec moi au lycée parce qu'il voulait vraiment bah, nous aider à passer sous Proxmox et me montrer aussi le stockage Ceph, comment ça fonctionnait. Donc, bah, Ceph, c'est assez. Là, je crois que c'est un des articles qui résume le mieux. Euh, alors, Mhm. comment ça marche? Les architectures de stockage tradis reposent souvent sur une interface centralisée ou un composant qui sert de point d'entrée. Cette approche peut limiter l'évolutivité, réduire les performances et créer un point de défaillance unique. Par exemple, si tu utilises du RAID, tu as Oui. un contrôleur RAID qui Mhm. gère les disques derrière. Si ton contrôleur RAID il crame, bah, t'es marron, tu as tous tes disques qui sont inutilisables. Ceph élimine le point d'entrée en distribuant les données sur plusieurs nœuds qui peuvent interagir directement, aussi bien entre eux qu'avec les clients. Ça veut dire que si on prend l'exemple de mon cluster de serveurs Proxmox au lycée, j'ai Mhm. 4 serveurs Proxmox qui ont chacun 8 disques durs en interne, mais au C'est pour ça. final, j'ai fait un stockage Ceph qui regroupe ben, l'intégralité des 4 x 8, donc des 32 disques Ceph. Et en fait, c'est le système de stockage Ceph qui décide où est-ce qu'il va stocker les données, dans quel disque et avec quelle taille de paquet qui sera le plus facilement utilisable par la machine qu'on aura besoin. Ok. Et le gros avantage de ça, c'est que bah, si le truc il se débrouille, donc comment fonctionne? Donc, alors, on va continuer un petit peu. Ceph utilise des couches d'abstraction logicielle pour créer une plateforme complète de SDS, un système de stockage logiciel. Alors déjà, il y a du Rados dedans, un système de stockage évolutif et intelligent qui distribue les données dans le cluster Ceph. C'est le centre nerveux de la plateforme. Il y a le Rados Gateway, donc c'est un service de stockage en mode objet. Tu gagnes aussi beaucoup de temps quand quand du coup tu crées des modèles avec Proxmox et que tu dupliques tes machines pour ressortir des machines, tu gagnes un temps assez incroyable. Rados Block Device, donc le service de stockage en mode bloc qui répartit les disques virtuels sur les ressources physiques pour offrir les avantages similaires à ceux d'un SAN. Oui, En fait, c'est forcément. ça que, si tu veux, ben, par exemple, c'est clair que si une VM, tu dis qu'elle est stockée, moi, mes serveurs, ils ont des noms de constellations et ils sont groupés par deux après, à chaque fois. Donc, j'ai Proxima et Santorum et j'ai Omicron et Velorum. Et donc, par exemple, si je crée une VM sur Proxima,
c'est sûr qu'il va s'organiser pour que le container de la VM, pour que le bloc il soit stocké de préférence sur Proxima. Mhm. Mais s'il se rend compte que, imaginons que j'ai un mélange et que dedans j'ai des SSD. Si j'ai un SSD et vu que derrière c'est une connexion fibre avec des jarretières, Mhm. s'il se rend compte que finalement, eh ben, en stockant sur le SSD qui est sur Velorum, mais que comme il y a une connexion fibre, bah, ça va plus vite, et ben, c'est plus rapide, et ben, d'un seul coup, toc, il peut décider de déplacer le bloc de lui-même vers ce disque-là. Ok. Ouais, c'est sympa ça. C'est assez incroyable. Après, donc, tu as le Ceph File System, donc c'est un service de stockage en mode fichier. Donc Mhm. ça, c'est un truc, c'est des fichiers distribués tout à fait classiques. Et Librados, une API qui permet aux entreprises de créer des interfaces de clusters plutôt que passer par du CFFS et ainsi de suite. Donc là, ils ont mis... Ah, ça dézoome un petit peu trop. Poc, poc, poc. Attends, on va refaire autrement. Close, on va zoomer directement sur la page. Voilà. Donc en gros, on voit les différents, enfin l'architecture du bazar avec les applications qui accèdent à la passerelle, les hosts qui accèdent au Rados et les clients qui accèdent au CFFS, et puis avec ce qu'il y a derrière. Et alors ce qui se passe, c'est que du coup, en utilisant ces couches d'abstraction, Ceph peut atteindre un niveau d'évolutivité et de flexibilité supérieur à celui des stockages traditionnels. Alors, ça Mhm. consomme un peu plus de données, c'est-à-dire que ça va te prendre, on va dire, une partie de ton disque dur, une partie, pardon, de ton processeur et de ta RAM Mhm. sur tes serveurs un petit peu plus qu'un système classique. Mais par contre, derrière, tu y gagnes vraiment, on va dire, en flexibilité. Imaginons qu'un disque, donc toi, tu lui dis combien tu veux de disques qui puissent cramer sans que ça pose aucun problème à personne. Mhm. Ça, tu le configures au début, en fait, dans ton système. Et une fois que tu as configuré ça, bah, juste quand quelque chose crame, bah, physiquement, techniquement, pour les clients, il ne se passe rien. Et donc, il te suffit de remettre un nouveau disque à chaud, de dire à ton stockage safe, voilà le nouveau disque, et plouc, il se débrouille tout seul. C'est Donc là, bien ce qu'ils ça. expliquent, il est constitué de plusieurs nœuds qui fonctionnent sur des serveurs génériques. La plupart d'entre eux sont des nœuds de stockage rattachés à des disques durs ou des SSD ou des combinaisons des deux. Moi, par exemple, j'ai pas fait de groupement de disques. Je n'ai que des disques simples qui sont tous, qui représentent tous un nœud. Ah ouais. Voilà. Et en fait, sur chaque disque, tu as un démon qui tourne Mhm. pour chaque disque et qui gère le truc. Et après, bah, tu as des objets, tu as plusieurs types de démons. Donc, tu as Ceph Monitor. Donc, lui, il cartographie le cluster et il maintient la copie maîtresse de carte qui contient les détails sur la topologie et l'état actuel. Il y a l'OSD. Donc, ça, c'est objet storage. Donc, ça, c'est vraiment l'objet, c'est vraiment les données qui sont stockées. Le Self Mhm. Manager, donc là, lui, il gère quelle est la capacité de stockage qui est utilisée, la charge du système, il mesure les performances. Et après, tu as Metadata Server. Donc ça, c'est que si tu as un CFFS. Donc moi, j'en ai pas mis sur mes serveurs parce qu'on n'a pas d'utilité, puisqu'à chaque fois, on crée le disque, il se débrouille tout seul et on ne fait pas d'accès depuis l'extérieur. Et donc lui, bah, il gère les méta, tout ce qui est donné pour ces trucs-là. Et après, donc, tu as un algorithme. Donc c'est l'algorithme Crush, Controlled Replication Under Scalable Hashing, en Ouais. conjonction avec les démons. Et c'est ça qui calcule en permanence l'algorithme, tu vois, détermine les groupes de placement et les nœuds OSD qui doivent contenir les objets de stockage. Et donc, le truc en permanence, il optimise par rapport au trafic qu'il y a, par rapport à l'utilisation. Par exemple, s'il y a un truc qui est beaucoup plus utilisé, il peut très bien se dire, bah, tiens, au lieu de faire un objet qui fait tel poids, je vais diviser, comme ce disque est sursollicité, je vais diviser les objets
par 2. Donc au lieu d'avoir, c'est toujours des puissances de 2. Au lieu d'avoir 16 objets, je vais diviser ça en 32 et je vais les répartir, au lieu d'avoir un seul disque, les répartir sur deux disques pour augmenter la vitesse de transfert. Et ça, c'est assez impressionnant. Voilà. Après, j'allais dire, bon, je sais que c'est complètement autre chose, mais Proxmox propose aussi leur propre système de backup aussi. Je sais pas si tu Oui. savais. Ah ouais, ouais, si, si, bah si, ça justement, c'est ma prochaine étape parce que j'ai encore quelques machines qui sont, bah, notamment mon serveur proxy, il est encore sur mon ESX. Et ça, c'est la prochaine machine qu'on va migrer. Je pense qu'on va faire ça pendant les vacances. Et, euh, et l'idée après, c'est d'utiliser nos anciens serveurs ESX. Donc j'en ai deux que je vais monter en cluster aussi pour faire un cluster de backup, pour faire un Proxmox backup de tous mes serveurs. Parce que en fait, ce qui est drôle dans Proxmox Backup Server, c'est qu'en fait, t'as des statistiques sur les disques et c'est plutôt pas mal. Par exemple, en fait, là, il me dit qu'il me reste 67 jours, je crois, avant que le disque soit plein. Ça aussi, c'est intéressant pour voir. Et en fait, aussi, grâce à ça, tu peux facilement le restaurer en fait sur ton Proxmox Virtual Environment, en fait. Bah, c'est ça qui m'intéresse, moi, parce que si tu veux, en fait, au niveau de l'architecture, nous, donc on a nos quatre serveurs de prod. Mhm. Après, on aura nos deux serveurs de backup. Mais à côté de ça, on a quatre petits serveurs qui servent pour les étudiants. Et c'est là-dessus Ok. qu'ils font leur maquette Projet. Ouais. leur BTS. Et c'est vrai que là, ces serveurs-là commencent un peu à fatiguer. Bon, là, nous, on a fait des nouvelles demandes. Je ne sais pas si tu connais la boîte qui s'appelle Super Micro. Ça me dit quelque chose, effectivement. C'est pas un truc où tu peux acheter des ordinateurs moins chers, quelque chose comme ça, non? Ben, en fait, c'est des fabricants de serveurs. Leur nom, il est tout pourri, hein. Leur logo, Ah franchement, oui. il est moisi. Mais par contre, par exemple, le dernier data center du CNRS, c'est Mhm. ces machines-là qu'ils ont choisi. Ah ouais. Parce que tous les gens que j'ai eus et que je connais qui utilisent ces machines, ils m'ont dit c'est le tank du serveur. C'est Mhm. indestructible, c'est robuste, alors c'est américain. Et en fait, du coup, pour te donner l'exemple, on a fait une demande de devis à chez Dell l'année dernière pour renouveler le matos Mhm. chez nous, et donc pour deux serveurs de prod, une BSAN et quatre serveurs pour les élèves, ils m'ont fait un devis à 80 000 euros. C'est énorme. C'est un truc de dingue. Ouais. Et pourtant, en plus, on avait des remises, hein. Ah ouais, donc ça, c'est environ 10 000 de plus, je suppose. Ah ouais, non, non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et ben là, avec Super Micro, sur de la config quasi équivalente, il y a un petit peu moins de stockage, mais sinon le reste, je pense même qu'au niveau processeur, on est au-delà on est sur des trucs plus puissants que ce que nous proposait Dell, hein. C'est du Intel, hein. Mhm. Ah non, là, c'est pas du Intel, justement, avec Super Micro. Là, j'ai pris de l'AMD. Et ben, on est sur, je crois que j'en ai demandé, il y en a pour 25 000. Pour le tout, Ouais, pour le même type de produit. ah ouais, il y a quand même une grosse différence, effectivement. C'est hallucinant. En fait, ce qui se passe, c'est que Dell, maintenant, quand tu achètes du matos chez eux, ils veulent forcément te mettre avec un contrat de maintenance. Mhm. Alors oui, ils interviennent rapidement, machin et tout, mais ils te vendent ça une fortune. Et en fait, c'est un ou zéro. C'est-à-dire que soit tu prends ce contrat, et du coup, ils te garantissent, ils viennent, machin et tout. Et sinon, il y a pas de demi-mesure, en fait. Il n'y a pas Mhm. un truc intermédiaire et tout. Bon, chez Super Micro, c'est que du retour en atelier. Forcément, c'est une entreprise qui est basée plutôt aux États-Unis. Je crois qu'ils ont un atelier en France ou un truc en Mhm. Europe. Oui, ouais, peut-être. Mais nous, comme on a tout doublé,
s'il nous manque un serveur, on peut toujours tourner sur l'autre. Donc du Mhm. coup, ça ne gênera pas. Mais en tout cas, on divise le prix quasiment par 4. Mhm. C'est assez dingue. Enfin, voilà, et donc ouais, super micro. Là, le commercial que j'ai eu la dernière fois, il m'a dit, bah ouais, c'est vrai qu'on en vend de plus en plus parce que bah, c'est du matos qui est fiable. À l'intérieur, c'est robuste, c'est bien foutu. Mhm. Bien. Voilà, donc ça, c'est le genre de truc. Effectivement. Donc ouais, donc Ceph, ça, c'était un truc intéressant et qui était vraiment pas mal. Euh, Ah, un truc Mhm. aussi tiens, que j'ai fait cette semaine, qui peut peut-être t'intéresser. J'ai fait de la, j'ai fait des essais pour mettre des quotas d'utilisation de l'espace perso de mes élèves sur les disques. Parce que, Ouais. bah, en fait, ils avaient tendance à me mettre à me stocker les VM sur dans leurs documents bah, qui suivent leur profil. Donc, comme Ah. les profils, nous, en plus, on veut qu'ils, comme des fois, il y a des coupures d'Internet, vu qu'ils manipulent directement les machines, il Mhm. faut qu'à chaque fois, le profil complet soit remonté sur la machine. Résultat, eh ben, comme ils avaient collé leur VM au mauvais endroit dans mes documents, et ben, alors qu'on a des disques exprès sur les machines en local, et ben, résultat, j'ai un étudiant, sa machine, elle a mis 20 minutes à démarrer parce qu'il a uploadé sa VM de Windows Server pour la remettre, pour lui faire suivre le profil. Mhm. Et donc là, j'ai mis en place, il y a un système qui s'appelle le gestionnaire de ressources. Ça me dit quelque chose, ouais, effectivement. Le gestionnaire de ressources dans Windows, parce que d'abord, j'ai fait un premier essai avec des GPO. Et le Oui. problème, c'est que les GPO n'ont pas. Enfin, ça marche pas, quoi. Les GPO, en fait, pour gérer les quotas, ça déconne complet. Ce que je ne savais pas, parce que j'ai d'abord commencé par chercher un peu sur Internet et puis, ah, faut faire une GPO, machin, j'ai essayé. Et en fait, à chaque fois, ils mettaient des alertes comme quoi le compte était plein, alors que le compte n'était pas plein du tout. Et en plus, même s'il dépassait, il ne se passait rien. Mhm. Et en refaisant une autre recherche et puis en discutant avec un collègue, bah, c'est là qu'il m'a dit non, non, mais ça, en fait, les GPO, ça n'a jamais marché pour les quotas. C'est complètement merdique et ça ne marche Ok, pas. ok, bon, ça va. Ouais, il y a des trucs hein, comme ça. C'est comme un truc aussi. Alors, ça, c'est mes élèves, ils se font avoir tous les ans avec ça. Euh, Quand tu mets en place un AD, donc tu fais ton serveur Active Directory Windows ADDS. Server, ouais. Et ben, une fois que tu as installé, que tu as promu ton serveur en contrôleur de domaine, et Mhm. ben, il ne faut surtout pas changer le nom du serveur. Parce que Non. sur le coup, ça marche très bien. C'est-à-dire que tout a l'air de bien fonctionner, il redémarre, il a son nouveau nom et tout. Et en fait, et ben après, tu commences à avoir des conneries qui apparaissent. Parce que ce qui se passe, c'est que quand il devient contrôleur de domaine, il ajoute des clés dans la base de registre un petit peu partout, Mhm. dans lequel eh ben, le fait de changer le nom n'a pas été pris en compte. Ah ouais. Et résultat, ça te met un bordel, mais le truc, tu comprends plus rien. Et souvent, moi, les élèves, eh ben, ils s'en rendent compte au moment où ils essayent d'ajouter un deuxième serveur pour faire un basculement, pour avoir deux serveurs contrôleurs de domaine dans leur domaine. Et Mhm. à ce moment-là, ben, tout a l'air bien. Le DNS est bien configuré, on ping bien le réseau, le domaine, tout va bien. Et en fait, eh ben, rien ne marche. Et là, il y a un moment où je leur dis, mais au fait, vous n'auriez pas changé le nom du serveur entre-temps? Ah bah si, parce qu'on l'a mis pour que ce soit pareil que l'autre, machin. Genre, ouais, c'est bon. Allez, vous pouvez tout réinstaller. C'est très chiant, j'avoue. Ah ouais, donc ça, c'est la petite astuce, le petit truc en général, j'essaie de leur dire parce que Mhm. c'est assez impressionnant les conneries que ça peut faire, quoi. Bah ouais, voilà, voilà. Hop. Oh, je suis en train de réfléchir si j'aurais pas quelque chose à te demander. Ouais, un autre sujet. Ouais.
Tiens, pour parler d'autre chose, j'ai, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on verra l'utilisation. Ouais, J'ai essayé d'optimiser mon réseau pour que, par exemple, les machines qui n'ont pas besoin d'aller tout le temps sur Internet, ils puissent seulement avoir accès aux mises à jour système. Donc ok, j'ai créé un proxy ok, qui autorise seulement les mises à jour système. Et donc, je me dis que le fait de faire ça, bah, il y a moins de trafic sur le réseau, ouais, moins logiquement. Et donc, du coup, ça peut aider à fluidifier un peu plus les connexions des oui. différents appareils, je pense. T'as mis quoi comme proxy? J'ai fait un squid. Ok, bah oui, c'est le plus simple. Nous, c'est ce qu'on a au lycée, hein, c'est un Squid. Ouais. Ça marche bien, c'est relativement efficace. Bon, nous, le seul truc, c'est que c'est c'est une vieille Debian 8. Ah ouais, il serait quand même bien de la mettre à jour, quand même, à un moment donné. Bah là, justement, on attend de passer sur Proxmox pour passer ça sur une Debian 12. Mais on se demande si on va pas mettre si on va pas faire un truc avec une interface. Enfin, on réfléchit. On réfléchit encore à voir si on passe pas sur un truc genre Artica ou un truc comme ça. Je connais pas tous les proxys, mais ouais. Bah, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une interface, ça permet de configurer comme on veut, hein, après. Bah, disons que c'est un peu plus abordable. Après, c'est vrai aussi que tu vois, on a des problèmes avec Squid parce qu'il est un peu trop, c'est un peu trop à la barbare, Squid. C'est un peu un ou zéro des fois. Et par exemple, nous, on travaille avec Cisco. Et donc, on a NetAcad, Ouais. le truc de Cisco. Et, et on est obligé de désactiver le proxy pour utiliser NetAcad quand ils utilisent, comment ça s'appelle, Packet Tracer. Ah Parce qu'en ouais. fait, comme maintenant, Packet Tracer, faut se connecter, Mhm. et ben, il y a des trucs, on maîtrise pas encore tous les. On n'arrive pas à l'autoriser comme il faut, parce que comme c'est une vieille version de Squid, comme on est sur du Debian 8, on n'a pas, on trouve pas forcément les configs qui vont bien. Et donc, le plus simple, on a fait un petit script. On fait, euh, Mhm. on fait firewall start ou flush. Et comme ça, et ben, ça autorise tous les PC de la salle à passer sans passer Ah ouais, ok. par le truc. Mais c'est vrai qu'on voudrait avoir quelque chose de plus fluide. Après, Mhm. Squid, ça marche quand même pas trop mal, puisque comme on arrive quand même à le relier à notre AD. Donc de ce côté-là, les élèves, ils se connectent assez facilement. Le seul truc, c'est que on est obligé de retaper. Il n'y a pas de liaison directe en fait avec Windows. Donc du coup, à chaque fois, il ressort une fenêtre où il faut retaper son utilisateur et son mot de passe quand on lance, quand il y a un truc qui veut se connecter, quoi. Ouais. Ok. Donc ouais. Mais ouais, mais après, Mhm. ouais, tu peux réduire, tu peux aussi comme ça vérifier ce qui transite en mettant un proxy. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et voir. Après, tu peux te faire des scripts d'alerte, tu peux faire plein de trucs, hein. Mhm. Bah, Tu peux sélectionner les machines de tes parents et c'est marqué pour continuer à utiliser Internet, merci de verser. Puis tu fais un bouton de paiement Apple Pay ou autre chose, un truc comme ouais, ça. c'est ça. Ça, c'est drôle, j'avoue. Et ouais. Voilà. Après, j'étais en train de penser, si ça se trouve, euh, vu que la machine elle est plus vieille, peut-être que Squid à l'époque, il était moins stable que maintenant, on va dire. Bon, normalement, non, ça va. Ça a toujours été Squid, ça a toujours été un truc plutôt carré, hein, plutôt qui marche plutôt bien. Là, nous, je pense qu'on atteint les limites effectivement de la Debian en elle-même. Bah, surtout qu'en plus, là, bah, c'est pareil, hein, on a migré sur les nouveaux serveurs Windows sous Proxmox. Donc là, c'est du 2022 que j'ai mis. J'ai fait ça, on a fait ça en novembre. Mhm. Et auparavant, les serveurs qu'on avait, c'était soit des 2012 ou des 2008 R2. Donc, 8, waouh! ah ouais, ouais, non, c'était chaud, hein.
Et Ouais. là, j'ai fini de migrer les données des étudiants parce que bah, il me restait encore le serveur de fichiers qui était sous 2008 R2. Mais, Ok. mais ouais, en fait, les mises à jour n'avaient jamais été faites depuis je ne sais pas combien de temps. Mais là, ça y est, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus sérieux et où on arrive à un peu plus entretenir. Bon, là, maintenant, il nous reste plus qu'aussi à mettre les. Pour l'instant, les serveurs, ils sont encore posés à l'arrache au-dessus de la baie parce qu'on n'a pas encore tout. Il faut qu'on refasse notre baie complète vu qu'on a des serveurs qui vont dégager et tout. Mhm. Pour l'instant, Oui. ça fait un peu bordélique, hein. Et t'as mis de la redondance, toi, chez toi? Sur mon PVE, Ouais, non. Euh, je l'ai pas fait parce que plusieurs raisons. J'ai pas assez de serveurs. ouais. Et si je veux faire, enfin, j'ai un cluster, mais j'ai pas encore de rebranché. En fait, ce serait pour effectivement pour faire de la redondance, mais pour le moment, j'ai pas, je laisse pas brancher parce que j'utilise justement ce serveur, enfin cet appareil. Ok. Puisqu'en fait, c'est mon ordinateur portable qui va dégager l'année prochaine, enfin, dans quelques mois, puisque j'en aurai un nouveau un peu plus puissant pour l'école que je veux faire, en fait. Ok. Bon, bon, c'est bien Voilà. ça. Et après, tu as du matos au niveau infrastructure, switch, routeur ou des trucs comme ça? Bah ouais, j'ai un switch Smokerlink 10 Go, j'ai un switch TP-Link 1 Go, un autre switch, je sais plus si c'est TP-Link, ouais, Netgear, je crois, 1 Go. J'ai quoi? Un routeur Omada de 1 Go aussi. Ensuite, j'ai mon NUC où dessus il y a justement mon Proxmox. Ouais. J'ai un NAS QNAP avec 6 Tera dessus. Donc ça Ah va, oui. ça. Ah oui, ça sauvegarde ça. Bah, je sauvegarde et surtout, j'ai trouvé un très bon truc. Ce que je vais faire, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'installe tous mes jeux dessus. Comme ça me Ouais. bouffe pas de place sur mon PC. Et c'est réglé. Voilà. C'est une bonne technique. Et après, bah, pas, Et j'en du coup, pense. c'est toi qui fais l'infrastructure chez toi ou pas? Ou vous utilisez la box de façon classique Bah, en fait, il y a plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs. Moi, de mon côté, j'ai mon propre, enfin pas mon propre réseau, mais ma propre infrastructure. Mais sinon, pour par exemple mon père et ma mère, c'est plus sur la box en fait. Hmm. Donc pour ça, je touche pas tout parce qu'après papa il va dire ah t'as fait quoi encore machin. Le Ça pire c'est que c'est marchait, ça ça, marche plus. hein. En vrai, Ouais, c'est pas très qui- compliqué. Il suffit de ne pas autoriser certains clients en ouais. Wi-Fi et puis basta quoi, hein. C'est ça. J'ai les accès donc ça Ouais. va. Faut faire un ransomware maison. Comme Ah, ça. je suis pas à ce stade. Mais après, bientôt, je vais avoir. Enfin, c'est pas moi. C'est, enfin, on a acheté un bien pour mes études, justement. Ouais. Et du coup, on aura une deuxième box. Du coup, ça me permettra aussi de voir. À te faire du VPN ou des trucs comme J'ai ça. déjà un VPN WireGuard, mais pour le moment, je n'utilise pas trop. Donc, ça sera l'occasion de l'utiliser et de voir les limites ou pas qu'il y a dessus. Bah oui. Bah oui. Non, mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien de pouvoir faire des essais comme ça. Puis ça permet aussi, tu peux te faire comme ça une sauvegarde, ce que tu as, tu peux sauvegarder dans un deuxième lieu comme ça. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ça, c'est, moi, j'ai un pote à moi qui est complètement parano et il a chez ses parents, donc lui, il habite à Bourges, hein, c'est au centre de la France. Ses parents ils habitent à Vitry-en-Artois. Et en fait, eh ben, il a laissé un ordi chez ses parents. Et Mhm. quand il va chez ses parents, il fait une sauvegarde de son ordi sur cet ordi-là régulièrement pour avoir une. Et cet ordi est complètement déconnecté d'Internet. Il est juste posé dans la maison Ah ouais, tiens. pour faire ses sauvegardes. Mais Mais moi, j'ai trouvé un autre système encore plus intelligent. ouais. C'est que pour jouer à mes jeux, je vais pas utiliser Internet. Enfin, oui et non. En fait, vu que mes jeux ils sont sur mon NAS,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un réseau privé juste pour les uploads et les downloads entre mon NAS et mon PC. Comme ça bousille pas non Ah. plus tout. C'est intelligent, ça, non? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, tiens, en parlant de ça, tu vois, par exemple, le stockage safe dont on parlait tout à l'heure, Mhm. sur le serveur, on lui a créé son petit réseau à lui, exprès Ah ouais, pour lui. ok. Parce que comme ça, du coup, bah, il encombre pas le reste, il encombre pas le reste des données, ainsi de suite. Et c'est vrai que ça permet de segmenter. Et c'est vrai que la segmentation physique sur les trucs comme ça, c'est intéressant. Et ça permet bah, de vraiment d'améliorer les performances aussi, hein. Ouais, bien sûr. Bah, je le vois notamment, par exemple, avant, je passais toujours par mon switch pour faire les sauvegardes de mon PVE et pour accéder aussi au VM de mon PVE. Mhm. Et depuis que j'ai fait ça, je trouve que c'est quand même un peu plus rapide. Bah, après, ce que tu peux faire aussi, bon, si c'est des 10 gigas, déjà, ça doit bien avancer. Mais après, je ne sais pas si tu as les options, si c'est des switches manageables et s'il y a cette option-là dedans. Si, Chez moi, je prends Cisco, toujours des switches manageables. Il faut savoir, ils je prends appellent toujours des switches ça manageables. l'Ether Channel et ça permet d'agréger plusieurs liens ensemble pour faire qu'un seul lien. Tu as plusieurs liens physiques, mais ça fait qu'un seul Mhm. lien logique. Ah ouais. Et du coup, bah, avec ça, par exemple, si tu groupes deux ports 10 gigas, bah, ça te fait 20 gigas. Ah ouais, ah, c'est bien ça. Et du coup, ça, c'est un bon truc. Bon, après, le, ta carte réseau, il te faut aussi du coup plusieurs cartes réseau sur ton ordi hein, et voir si Oui. ta carte réseau d'ordi, elle peut supporter ce genre de truc. Mais déjà, rien que ça, nous, je sais qu'on a fait des liens interchannel entre la salle où il y a nos étudiants et la salle où il y a les serveurs. Mhm. On est sur 4 liens en parallèle. Bah, du coup, tu es content, quoi, parce que Ça ça avance envoie. plus vite, quoi. Mais ça, ouais, c'est des Bah, bons. normalement, en fait, j'ai fait aussi ce réseau secondaire parce que normalement, si j'ai des bonnes notes à mon bac blanc, je vais avoir un adaptateur USB vers un Ethernet 2.5G. Comme ça me permettra de booster aussi un peu la connexion. Donc voilà. Bon, c'est cool, ça. C'est Ouais. cool. Bah ouais. Bah moi, là, dernièrement, chez moi, j'ai fait des modifs parce que j'ai acheté des bornes Wi-Fi mesh Oui. Ok. Ouais. Je vois. de chez Xiaomi. Et, Mhm. euh, et pour les mettre en mesh, en fait, j'ai dû passer ma box. J'ai enlevé le mode, j'ai passé en mode pont, tu sais, pour que ça puisse. Pour que ce soit les bornes Wi-Fi qui gèrent le truc. Bon, après, j'ai qu'un seul souci, c'est que ça. Avant, j'accédais directement à ma box très facilement, Ouais. mais là, je suis embêté parce que du coup, elle n'est pas sur le même réseau, en fait, vu que c'est la borne Wi-Fi principale qui sert de routeur maintenant. Ah La- oui, ok. et du coup, ben, là, la box, elle n'est pas sur le même réseau que mes machines qui sont connectées en Wi-Fi. Mhm. Et j'ai pas de. C'est pas manageable à 100%. Du coup, je peux pas à l'intérieur faire une route. Parce que dans l'idée, je me suis dit, bah, je vais rajouter une route statique Oui. pour qu'ils sachent, pour que comme ça, ils sachent où trouver les autres Mhm. réseaux. Mais ça marche pas. Pas possible. Ah. Donc, ouais. Donc, faudrait que je. Après, l'autre idée, c'est s'il agit comme un routeur et qu'il y a un firewall dedans et tout le restant, t'es plus obligé d'utiliser ta box, si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Bah, le truc, c'est qu'en fait, sur ma box, c'est là que, comme c'est une Freebox, j'ai l'interface pour télécharger, tu sais, des torrents ou des trucs comme ça. Et Oui. du coup, je me servais après directement de ma télé, de ma Smart TV pour accéder au disque dur. Ah oui, ok. Ouais. Et alors maintenant, du coup, je suis obligé de transférer, quand c'est téléchargé, depuis la box vers mon NAS. Parce Hmm. que mon NAS, lui, il est connecté en filaire sur un des autres satellites. Mhm. Euh, et c'est vrai que ben, du coup, j'ai ce transfert-là à faire. Mais bon,
C'est vraiment le dernier truc qui me reste. Il faudrait que j'arrive à trouver une technique Bonne pour que question. ça marche. Il faudrait que je regarde parce que j'ai peut-être de la redirection de port ou un truc comme ça. Il faudrait que je cherche, voir comment réussir à faire ça. C'est une bonne question. Comme ça, je le vois pas forcément. Ouais, bonne question. Mais après, sinon, ça marche bien. Au niveau du débit, c'est plutôt efficace et franchement, c'est pas trop cher. Je suppose que du coup, c'est du 5G, enfin Euh, 5 GHz, tu veux dire? ouais, c'est du Wi-Fi 6. Hmm. C'est du Wi-Fi 6 et ça, franchement, ça. Attends, je vais te montrer ça. Ouais, je suppose que ça tape bien quand même, ouais. Ouais. Effectivement. Mais il me semble que dans pas long, enfin, ils ont commencé, c'est pas encore très démocratisé, mais il me semble que le Wi-Fi 7, il est sorti. Oui, oui, Ouais, regarde c'est bien ce qu'il me celle-là. semblait, hein. Ouais. Bon, après, comment réfléchir, qu'est-ce qu'on peut, euh, tiens, juste par curiosité, je te le dis. Je sais même plus si je l'ai déjà dit, peut-être que je l'ai déjà dit, on verra. Euh, J'avais réussi à. En fait, mon père, quand il y a des ordinateurs disponibles bah, qui sont prêts à être mis à la poubelle à son boulot, le plus souvent, Oui, il me les ramène, ok. déjà pour poser la situation. Et donc, du coup, là, ça fait que j'en ai quatre qui sont hors du domaine et qui sont complètement réinitialisés. Oh, bah, c'est bien ça. Ouais, j'ai plus l'XL, je pense. C'est des, enfin, on a deux Intel Core i5, deux Intel Core i3. Ok. Dans les i3, il y a son tout premier ordinateur à papa. Donc, t'imagines le truc? Et c'est des HP et des Dell, je crois. Et c'est des i3, quelle génération? Ouais, des très, très vieille génération, je sais plus du tout. En fait, parce qu'ils sont stockés à un endroit et je vais de moins en moins là-bas. Bah, ouais. Parce Et que du de coup, tu base, vas en ça faire quoi? devait aller en Afrique, mais ça s'est pas fait. Voilà. Ah. Et du coup, tu vas en faire quoi? Je sais pas. Bah, parce que nous, tu vois, par exemple, au lycée, là, on a donné 5 machines qu'on a remplacées l'année dernière. Donc, dedans, bah, c'est des i3, je crois, mais c'est des i3 de 2000. On est en 25. Tac, tac, tac. 24 moins 4, c'est des 2019-2020 par là. Ouais, Et du coup, bah, dessus, avec mes élèves, on a installé Ubuntu. ouais, bon, c'est bien ça aussi. On a installé Ubuntu dessus et on les a donnés à une association qu'un de mes élèves, il connaît Mhm. bien. Et du coup, bah, comme ça a permis de. Bah, c'est une assoce qui fait de l'aide aux devoirs. Ouais, Et comme ça, ça a permis à la sauce d'avoir des ordis. Bah, comme à avec disposition. Ubuntu, il y a tout dedans. Il y a le traitement de texte, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mhm. Donc c'est vrai que c'est pas mal intéressant. Après, là, le gros challenge que j'avais, c'est que sur ces ordinateurs-là, je pouvais pas changer les paramètres du BIOS Ah, pourquoi? parce qu'il a été bloqué par l'entreprise, en fait, tout simplement. Eh ben, tu as essayé de le réinitialiser, ça? Ça marche absolument pas. Je sais pas comment ils font, mais ça marche pas du tout. Ah, à tous les coups, ils ont été. On a ça, nous, sur les nouveaux ordis qui arrivent du rectorat, là. Ils sont bloqués direct au niveau du BIOS. Ouais, Mais, bah c'est, mais normalement, parce que selon la carte mère, normalement, il y a un endroit, il y a un cavalier à bouger. j'ai compris. T'enlèves la pile, t'essayes de redémarrer, tu changes le cavalier de place et normalement, il fait un bip et après, il réinitialise et du coup, ça dégage le mot de passe. Parce qu'ils me paraissent un peu vieux pour qu'il y ait ce système-là dessus. Parce que, en fait, il faut savoir déjà de un, bon, bah, c'est des ordinateurs portables, hein. Et Ah oui, faut savoir qu'en fait, c'est pas si simple sur ceux-là.
puisqu'en fait, tu as toute une cage en plastique qui recouvre en fait les parties que tu n'as pas besoin de voir sur la carte mère en fait. Donc par exemple, les Ah, connecteurs, les cavaliers, tout ça, bah, il faut dévisser au moins une quinzaine de vis pour juste accéder à ça, tu vois. ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est chiant. Mm. Ça Et c'est j'ai jamais chiant. réussi à le dévisser tellement que c'était trop bloqué, trop serré en fait. Ah ouais. Donc voilà. Après, selon les modèles, tu connais le site iFixit? Oui, j'ai peut-être déjà vu. Voir. Attends, je peux. Ah ouais, j'ai déjà été dessus, tiens. Ouais, Ah iFixit. oui, ah oui, bah, je l'ai découvert récemment, oui, tu peux réparer ton téléphone grâce à ça, par Ouais, tu exemple. peux réparer plein de trucs. Ils ont plein de tutos J'ai pas été voir, c'est vrai. par étape. Et au niveau ordinateur portable, franchement, regarde, tout est classé par marque. Hmm. Et après, bah, tu sélectionnes la marque. Après, tu as les modèles et tout. Et après, tu as tous les détails. Je sais pas moi, si c'est un HP. Tu prends HP. Bah, Après, là, tu ça vois, par remonte pas. exemple, j'ai deux HP ProBook, deux Dell Latitude E600, non, Bah, E6510, tu bah, vois, regarde par les exemple. ProBook. Hop, si on prend ProBook, tu vas dessus. Après, tu trouves quelle série c'est. Là, je sais plus la série. Et- Mais après, tu vois, imaginons, je sais pas, moi, c'est la S. Et ben Ouais. après, dedans, tu trouves ton modèle. Boum. On va essayer celui-là. Et après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Sound speaker, phone speaker, touchpad, Wi-Fi card. Est-ce qu'il parle de BIOS? Je me parle à trop de pas. Les trucs, dessus, c'est des problèmes. HP, hop, HP Elite. Ah, c'est un très vieux, hein. Beaucoup. Mais après, des fois, tu peux trouver. Donc, eux, ils sont vraiment pas mauvais, hein. Non, mais je l'ai découvert récemment sur YouTube, où effectivement, c'est pas trop dégueu. C'est le Book Series, compact, Book Series. Mais ici, c'est les tout premiers. Ah, c'est celui-là. Ah, je le reconnais. C'est le HP ProBook B Series. Il est Alors, super vieux. Je reconnais la photo. Et puis après, c'est. Ah, je ne sais pas lequel. Il n'y a pas de tutoriel dessus, tiens. C'est drôle. Ils n'ont pas créé de tuto. Tant pis. ah ouais, non, celui-là, ils n'ont pas. Bon, bah tant pis. Mais sinon, on peut juste voir un Dell. Tutoriel, ordinateur, c'est ordinateur portable. Dell. Je l'ai vu tout à l'heure. Dell. C'est un Latitude. Latitude. Et je crois que les listes de. Ah, bah si. Juste trouver le bon, parce qu'il y en a plusieurs sur le même trou. Euh, Pourquoi il n'existe même plus le modèle? Ils mettent même pas le modèle dessus. Ah si, série E, c'est bon. Ouais. Ah bah c'est celui-là. Ah non, E4000. Non, c'est pas E4000, c'est E6510. Donc E6000 série 510. Voilà.
Ah ouais, c'est celui-là. Ah, ça y est, je reconnais. Ah, là, il y a un tuto. Alors, Ah. là, il faut juste trouver ce qu'ils ont fait pour le BIOS. Heating keyboard. RAM, on s'en fout. USB, speaker. Pas l'impression que pour la RAM, ils le fassent. Enfin, pour le BIOS, ils le fassent. Après, il y a peut-être enfin, je sais pas s'il y a écrit démontage. Je peux pas. C'est quel modèle là que tu m'as dit? Dell Latitude? C'est Dell Latitude E 6510. Celui-là, j'avoue, j'ai jamais essayé de le faire. Donc ça doit être aussi la même merde, à mon avis. Ouais, c'est celui-là, je reconnais. Et tu vois, en fait, là, on le voit sur les images de démontage. T'as un truc en plastique qui est tout autour, en fait. C'est un peu le même truc, mais encore pire sur le HP, en fait. Ouais. On se rapprocher du jumper. La dalle LCD, je vais dire. Parce qu'il faut tout démonter, je suppose. Ah non, pas forcément. Tu vois. Je pensais que c'est je vais tout démonter, tu vois. Oh non. Bah, je sais pas. Hard drive, c'est facile. Keyboard. Tiens, on peut trouver derrière. Ah, c'est peut-être là qu'on peut trouver des trucs intéressants. Ah bah tiens, ah bah si, tiens, je vais faire ça pour mon PC. C'est vrai, j'ai pas vu ça. En fait, j'ai de plus en plus des écrans bleus sur mon PC portable. Du coup, je vais regarder. Ah. C'est l'occasion. C'est un MSI. Alors, je crois que la marque n'est même plus en vente. Enfin, si, la marque est en vente, mais le modèle n'est plus du tout en vente, tellement qu'il est vieux, je crois. Enfin, il n'est pas si vieux, mais ils l'ont arrêté, la production. C'est C'est un MSI? ouais, c'est un GF75 Sign 9 RCX 28.5 FR et plein de trucs derrière. Voilà. Mais je vais chercher. GF? GF75, ouais. Là, il y a GF73, GE, F. GL. Ouais, tu vois, je t'avais dit. Mais je crois qu'il ne le même pas. GF66, j'ai trouvé. Moi, il n'y est pas. Ouais, je t'avais dit. J'avais cherché sur plusieurs sites, dont la France et puis bah, à l'étranger, aux États-Unis. Et en fait, ils le mettent même plus en vente, hein. Ils ont arrêté. Ouais, je pense. Ouais, en plus, il est écrit en grand sur l'étiquette GF75 Sign 9 RCX. Bon, c'est un peu con, mais il faudra que je trouve moi-même. Là, il y a GF65 Thin. Mais Non, là, c'est 75. En tant pis, on va prendre 65. On va voir de toute façon, je suppose que c'est à peu près toujours la même réponse. oui, après. Ah, il n'y a qu'un tuto, c'est pour la batterie. Super. Pas grave. Sinon, on prend un autre. Peut-être qu'on aura pense. Si je mets juste 9 RC, hop, RC par exemple. Pas grave. Hop, autre. Voilà. Ok, ok. Bon, bah écoute, bah, du coup, pour la Ah prochaine oui, c'est vrai, fois, c'est fini. parce que ouais, ça va être l'heure. Ça passe vite. Bah ouais, carrément.
Pour la prochaine fois, ben, du coup, j'espère que tu auras que cette fois-ci ton prof sera pas absent et que tu pourras passer ton oral. En Bah, plus, j'espère. Normalement, ça devrait aller. je suppose que tu auras eu les résultats aussi du coup de ton bac blanc. Oui, pas de la philo. La philo, c'est dans un mois, c'est sûr. Mais les mathématiques et NSI, oui, je pense que j'aurai les réponses. Voilà, comme ça, bah, s'il y a des trucs que tu veux qu'on regarde par rapport à ça, t'hésites pas. Ouais. Voilà. Essaye quand tu auras passé ton oral. Mhm. Essaye après de te faire un petit point, tu sais, de réfléchir et d'écrire comment tu as Mhm. ressenti ça, comment juste après, tu sais. Disons, Ouais. comment Ok. tu as trouvé ça pour avoir une réaction à chaud. Comme ça, on fera une réaction à chaud et une réaction à froid après. Ça pourrait Bah, être sympa. en fait, c'est bien parce que du coup, je reviens que pour le grand oral. J'y cours le matin, puis après, je mange et j'ai juste mon grand oral. Bon, Voilà. bah ça, au moins, c'est cool comme ça. Voilà. Bah, c'est parfait. Bah, écoute, Flavien, je te souhaite un bon week-end, du coup, Merci, à toi aussi. et bon démontage d'ordinateur si tu te lances. Ouais. Allez, salut! Salut.